Et justement, pour conclure cette matinée et avant d'aller prendre un déjeuner bien mérité, j'ai le plaisir d'accueillir notre grand témoin du jour, Costa Castrinidis. Bonjour monsieur, bienvenue sur scène, bienvenue sur Energy Meeting. Vous êtes Bonjour. directeur des prêts à la Banque des Territoires. Et j'ai 3 petites questions à vous poser. Donc, vous le savez, Energy Meeting, c'est la journée de l'efficacité énergétique et environnementale. Je voulais savoir quelles sont les actions concrètes de la Banque des Territoires en faveur de la transition écologique. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, en quelques mots, la Banque des Territoires intervient sur 2 grandes priorités d'action, la cohésion sociale et la transformation écologique. En matière de transformation écologique, notre rôle est de stimuler l'émergence des projets dédiés à la transformation écologique sur l'ensemble du territoire, principalement les grandes infrastructures et les grands projets portés par les collectivités locales. Qu'on est un des principaux financeurs de la rénovation des bâtiments, de la rénovation des réseaux d'eau, des infrastructures en matière d'assainissement ou encore de la mobilité décarbonée. Et on intervient également, et c'est un sujet très en lien avec les débats de la journée, pour financer la production de logements sociaux et de logements intermédiaires et la rénovation du parc HLM dans ses différentes composantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année 2024, ce sont plus de 10 milliards de financements que nous avons octroyés sur l'ensemble du territoire pour faire émerger plus de 10 000 projets sur l'ensemble du territoire. Donc on a un rôle massif aux côtés des exécutifs locaux, des collectivités locales, des bailleurs sociaux et en soutien des grandes politiques publiques. Ce qui caractérise l'intervention de la Banque des Territoires, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, c'est le fait de pouvoir intervenir avec une boîte à outils qui s'est beaucoup enrichie au fil du temps. On a historiquement une intervention en tant que prêteur, en tant que financeur, sur la base d'un modèle que je rappelle, qui est un modèle qui existe depuis plus d'un siècle, mais qui est un modèle formidable, puisque ce sont vos livrets A, vos livrets développement durable, tous ces livrets réglementés que nous ouvrons dans les banques commerciales, qui sont pour partie centralisés à la Caisse des dépôts et que nous transformons en financement de longue durée, puisque nous pouvons, notamment sur le volet foncier, prêter jusqu'à 80 ans. Donc c'est toujours une magie du quotidien de notre activité de pouvoir transformer une épargne de court terme de l'ensemble des Français en financement de très longue durée, qui est un élément évidemment dans une période où les modèles économiques sont très contraints, qui est un vrai élément différenciant pour nos emprunteurs que sont les bailleurs sociaux et les collectivités locales notamment. Mais nous pouvons également intervenir en investissement direct, en fonds propres, pour faire levier sur les investisseurs privés et également en apportant de l'ingénierie. L'ingénierie est évidemment un des grands enjeux de conduite des projets, une ingénierie territoriale pour aider les porteurs de projets à définir leur stratégie territoriale et de l'ingénierie en assistance à maîtrise d'ouvrage pour cofinancer des études qui vont aider à la sortie des projets. Et depuis maintenant 3 ans, nous avons aussi investi le champ de l'innovation en termes d'intelligence artificielle et de data science, ce qui fait écho avec le sommet qui se tient en ce moment même sur l'intelligence artificielle, avec un enjeu qui est d'accélérer la prise de décision, de permettre aux acteurs territoriaux de gagner du temps dans la conduite des projets. Je citerai comme exemple un outil qui s'appelle PrioRéno, logement social, qui est un outil qui a été conçu avec GRDF et Enedis pour mettre à la disposition des bailleurs sociaux une vision instantanée de la consommation énergétique de leur parc de logements sociaux et les aider à prioriser sur les travaux à conduire, quel immeuble, quelle nature de travaux va permettre de générer le plus de gains énergétiques et pourquoi prioriser tel et tel travaux. Ça fait partie des éléments de réponse qu'on apporte à travers ces outils de data science. Alors vous l'avez dit, la période est compliquée pour les acteurs du logement. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux numériques également. Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les acteurs du logement, aussi bien en matière de construction que de rénovation ? Alors,
si on distingue peut-être les sujets sur la question de la rénovation, de la transformation des logements et plus largement des bâtiments, on a une approche qui consiste tout d'abord à accompagner les acteurs dans le diagnostic initial et dans la planification. J'insiste un peu sur ce point, sur la question de la rénovation, notamment du parc social. Au fil du temps, on a quand même eu une succession d'exigences qui sont venues se superposer et qui parfois peuvent être un frein en termes de planification. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont stabilisées et d'ailleurs on insiste, on appelle à ce que cette stabilisation, cette visibilité soit donnée aux acteurs. Je veux dire par là que la question des exigences thermiques et de la rénovation thermique a été le premier sujet qui a été adressé, pour lequel on a accompagné nos partenaires. Très vite, la question de la décarbonation s'est posée. Puis, aujourd'hui, se pose la question du risque climatique et de l'adaptation au changement climatique. C'est très difficile pour un opérateur de devoir appréhender de manière successive ces différents enjeux. S'il faut planifier une rénovation et se retrouver finalement à la planifier sur une question d'exigence thermique, on n'aura pas le même regard que si on intègre la question de la décarbonation. L'exemple le plus parlant en la matière, je trouve, est la question du gaz dans les logements. Il y a encore peu de temps, des subventions publiques étaient versées pour aider les bailleurs sociaux à installer du gaz, car c'était l'énergie qui consommait le moins, qui coûtait le moins. Très vite, 2 ans après que ces subventions aient été versées, on a eu comme mot d'ordre légitime en termes de décarbonation de demander à ces mêmes acteurs de sortir du gaz et de changer le vecteur énergétique sur leur logement ou sur leur parc de bâtiments. Ce sont ce type de revirements qui me semblent problématiques et pour lesquels on est très, nous, vigilants à avoir une copie qui soit une copie stabilisée en termes de planification. Il nous faut aujourd'hui adresser la question thermique, donc l'énergie, la question carbone, donc le vecteur énergétique dans les bâtiments, mais également la question de l'adaptation au changement climatique, la qualité des sols, je pense notamment au gonflement argileux, la question du trait de côte et la question du confort d'été. Dès lors que ces éléments de planification sont désormais connus, il est important qu'on puisse partager aisément ces éléments avec les opérateurs et avec leurs partenaires et les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre. C'est ce qui nous a amené à développer cet outil que j'évoquais tout à l'heure avec l'Union sociale pour l'habitat, qui assure avec nous la co-maîtrise d'ouvrage de cet outil Prioréno, qui est un outil qui permet de cartographier en temps réel les consommations énergétiques, mais également de donner à voir le potentiel de raccordement sur les réseaux de chaleur urbains, de donner à voir le potentiel d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments, par exemple. Cette approche est aujourd'hui l'approche qui me paraît la plus pertinente pour pouvoir accompagner la question de la rénovation en assortissant à cette phase de diagnostic initial et de planification les financements qui vont bien. Le financement, comme on le dit souvent, c'est le nerf de la guerre. Il se trouve que du fait du modèle que j'évoquais tout à l'heure, le modèle du fonds d'épargne, on a aujourd'hui la capacité de préserver nos emprunteurs, qui sont essentiellement des emprunteurs publics ou parapublics, des aléas du marché et de leur mettre à disposition des financements qui répondent de manière très précise à leurs besoins. Je vais prendre quelques exemples. Je pense à la question thermique. On a un financement extrêmement concessif qui s'appelle l'éco-prêt, qui est conditionné à des gains énergétiques de 40% et qui permettent de faire un véritable effet levier sur le financement en dette pour que les économies d'énergie qui vont être restituées au final à l'opérateur ou aux locataires, en l'occurrence des logements sociaux, permettent de trouver un équilibre économique entre le coût de l'emprunt et le coût des économies d'énergie. On a également, en partenariat avec l'ADEME, mis en place un financement dédié de même nature, très concessif, sur la question des changements de vecteurs énergétiques dans le logement pour faire de cet objet, de la décarbonation, un véritable objet d'investissement à part entière. Et puis,
Emmanuel Cos le citait sur une autre plénière tout à l'heure. On a, avec l'Union sociale pour l'habitat et le gouvernement, finalisé tout récemment un nouveau dispositif auquel on croit beaucoup, qui s'appelle le dispositif dit de la seconde vie des bâtiments. C'est un dispositif qui vise à financer de manière extrêmement bonifiée le rechargement sur un bâtiment donné de sa durée de vie. On conserve la structure du bâtiment, on évite de démolir. On sait que la démolition est extrêmement génératrice d'émissions et pose des vrais problèmes en termes de décarbonation. Et donc, dans ce schéma de la seconde vie des bâtiments, on garde la structure, on garde l'emprise foncière, mais on recharge le bâtiment de 50 nouvelles années en apportant finalement des financements équivalents à celui de la construction d'un logement neuf. C'est un dispositif qui a un fort potentiel, qui vient finalement créer une troisième voie entre la production neuve, la réhabilitation lourde et qui devrait prendre son essor dès lors que les décrets qui viennent d'être signés vont permettre sa mise en marché dans les toutes prochaines semaines. Et puis pour conclure sur la question de la construction, puisque vous m'y invitiez, l'enjeu du point de vue de la Banque des Territoires aujourd'hui est d'accompagner les acteurs du secteur du logement, du secteur immobilier, vers un urbanisme qui repose sur la transformation de l'existant, qui soit à la fois sobre en termes de consommation foncière et qui transforme ce qui existe. Je pense notamment à la transformation des bureaux en logements étudiants, en résidences gérées. Je pense aux entrées de ville, à toute cette France moche qui parfois est pointée du doigt et qui contient en réalité des gisements impressionnants de production de logements en matière également de renaturation ou de production de locaux commerciaux. Tout ce travail de transformation nécessite de repenser les modèles économiques sous-jacents et notre rôle est de pouvoir l'encourager. C'est ce que nous faisons notamment avec là aussi des partenaires, puisqu'on est toujours plus fort à plusieurs, puisque depuis le début de l'année, nous avons lancé avec Action Logement un prêt de haut de bilan bonifié. Donc c'est un taux zéro pendant 20 ans pour les bailleurs sociaux qui vont transformer des bureaux pour construire des logements sociaux. Et nous allons continuer dans cette voie dans les prochaines semaines en mettant en œuvre des dispositifs ad hoc pour encourager, accélérer ce mouvement de l'urbanisme de la transformation que nous appelons de nos voeux. Et puis en parallèle, bien sûr, la construction verte, puisque dans les 10 milliards que je citais tout à l'heure, ce sont plus de 4 milliards de financements tous les ans que nous octroyons pour des logements neufs labellisés dans les plus hauts niveaux de performance environnementale. Alors, dernière question avant d'aller manger, et ce sera d'ailleurs l'objet de la 4e et dernière table ronde de la plénière 2, ici même à 16h tout à l'heure. La rénovation en copropriété. Vous avez été l'auteur d'un rapport donc, sur le financement de ces travaux dans les copropriétés dégradées en 2023. Qu'est-ce que vous préconisez à ces copros pour financer ces travaux ? Alors, tout d'abord, vous partagez le fait que c'est une vraie source de préoccupation à nos yeux que la question de l'état de nos copropriétés et du risque de voir basculer un certain nombre de copropriétés aujourd'hui saines en copropriété fragile. On a identifié aujourd'hui dans les registres de l'ANA plus de 100 000 copropriétés dites fragiles ou en difficulté. Il y en a probablement 100 000 autres, des petites notamment, qui ne sont pas dans le registre, et des plus grandes, qui aujourd'hui sont sur le point de basculer dans cette catégorie de copropriété fragile en raison d'un niveau d'impayé croissant et d'une difficulté à appréhender le coût des travaux liés à la performance énergétique, mais pas uniquement, des travaux de maintenance classiques du bâtiment qui sont de plus en plus chers, comme on le sait, et qui posent un vrai problème de politique publique. L'enjeu, à nos yeux, est de faire émerger un véritable marché du financement des copropriétés. Il y a aujourd'hui de nombreux travaux qui ont fait suite au rapport que j'ai rendu en 2023, avec une première très belle avancée qu'il faut saluer. C'est la loi du 9 avril 2024 qui entérine la création d'un financement original, innovant,
qui permettra demain de financer les syndicats de copropriétaires au niveau du syndicat lui-même et avec une portabilité du financement, c'est-à-dire que les échéances, les annuités de ce financement qui sera proposé par les banques seront insérées dans les charges de copropriété et permettront donc, notamment quand un copropriétaire souhaite quitter son logement, le vendre, soit de régler la totalité des annuités, de sa quote-part de ces annuités, soit une portabilité, c'est-à-dire que comme les charges, elles seront transmises au nouvel acquéreur du bien. Aujourd'hui, ce point-là est très important, c'est un des freins principaux au vote des travaux en copropriété. C'est le fait que le turnover qu'on constate sur le parc privé, qui est de l'ordre de 7 ans, freine très rapidement l'envie des copropriétaires de voter des travaux, puisque les montants intrinsèquement sont souvent un tue-l'amour pour les copropriétaires qui envisagent de quitter la copropriété dans les 2-3 ans qui viennent. Désormais, la portabilité de ce financement permettra de lever ce frein. C'est un dispositif qui fonctionne en Belgique, qui fonctionne extrêmement bien, qui permet à nos voisins d'avoir aujourd'hui un niveau de bâti sur les copropriétés de bien meilleure qualité qu'au niveau national. Et c'est un financement qui va demander des banques un temps d'adaptation, mais qui va véritablement permettre de répondre à la nécessité de pouvoir investir plus massivement et de le faire de manière aussi beaucoup plus en avance de phase par rapport aux aides publiques. Aujourd'hui, sur les copropriétés fragiles et en difficulté, il y a énormément de subventions qui sont apportées, notamment par l'ANA, mais elles ne le sont qu'une fois que le service fait est réalisé, c'est-à-dire qu'une fois que les travaux ont été finalisés. Or, on le sait, on a besoin plus tôt de bénéficier de ces enveloppes de financement pour pouvoir lancer des travaux, notamment dans les copropriétés difficiles. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'État est prêt à intervenir pour apporter un fonds de garantie pour couvrir le risque des copropriétés les plus dégradées. Et donc notre conviction, c'est que quand on croise le marché potentiel du financement des copropriétés, qu'on a évalué à près de 9 milliards d'investissements annuels, et à mon avis, on est encore très loin du chiffre qui serait nécessaire. C'est plutôt le chiffre qui sera probablement déployé dans les toutes prochaines années. On n'est pas encore sur le pic du financement, va inciter les banques commerciales à se saisir de ce financement pour pouvoir répondre aux besoins des copropriétés, des copropriétaires et avec un partenariat qu'il faudra renforcer avec les syndics qui auront bien sûr un rôle important à jouer pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ces nouveaux financements. C'est bien noté. Merci beaucoup, Costa Castrinidis, d'avoir été notre grand témoin du jour. Je rappelle que vous êtes directeur des prêts à la Banque des Territoires. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce matin. Je vous souhaite un bon appétit, un bon réseautage. Rendez-vous à 14h45 pour la suite de cette conférence plénière. On aura notamment 2 tables rondes, une sur la gestion de l'eau et donc l'autre sur la rénovation en copropriété. Merci, à tout à l'heure.